Bien, je disais que j'allais vous parler de ce programme que nous avons créé et que Bruno a mentionné, Community Connect, c'est son nom, une nouvelle approche de prévention de la violence. C'est la violence en général, non pas la radicalisation qui mène à la violence. C'est un modèle multidisciplinaire qui analyse la violence d'un point de vue holistique. Donc, toutes sortes de violences, tous les jeunes, pour toutes les communautés, pas uniquement les chrétiens ou les musulmans, ou les blancs ou les noirs, toutes les communautés. La composition multidisciplinaire, les personnes qui forment ce programme sont des personnes qui sont issues de toutes les communautés, qui sont multidisciplinaires. Cela peut être des musulmans, des immigrants, mais tout le monde. En fait, tout le monde fait partie de la communauté. Donc, des membres de la communauté. Il y a également les membres des forces de l'ordre de Boston, la police par exemple, les enseignants, les profs, les intervenants en santé mentale, les religieux comme les imams, les prêtres, etc. Tout le monde, nous sommes tous rassemblés pour aider les jeunes à risque. Et nous avons choisi cette approche car nous voulions utiliser un modèle de résilience communautaire afin de prévenir la radicalisation qui mène à la violence. Voici donc un exemple d'intervention qui permet de lutter efficacement contre la violence des jeunes. Le programme a été fondé sur la conviction que toute intervention portant sur la radicalisation doit être co-gérée par la communauté, par les membres. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, je suis membre d'une communauté. Je suis médecin, je suis autre chose, quel que soit mon rôle, mais je suis aussi membre de la communauté. Et donc, je peux faire partie de ce programme. J'ai utilisé et transmis les connaissances de la communauté. J'ai écouté comment les autres fonctionnent. J'ai une meilleure compréhension de cette communauté. C'est la raison pour laquelle j'ai joué ce rôle. Toutes les interventions doivent se focaliser sur tous les types de violences et servir diverses communautés. Donc, pas juste une communauté, pas juste les Maghrébins, les Africains de l'Ouest ou les immigrants. Tout le monde. Donc, ce programme a été créé pour travailler avec tous les jeunes, qu'ils soient musulmans, latino-américains, chrétiens, etc. En associant un problème à ces communautés, on ajoute un problème, donc on ne résout pas un problème. On ne renforce pas la communauté, on l'affaiblit. Donc l'objectif, c'était de renforcer la collaboration entre les disciplines et les sections. On ne pouvait pas uniquement travailler avec la police ou avec les psychologues. Cela aurait eu un impact négatif. Il fallait davantage se focaliser sur toutes les disciplines. Il faut également intégrer un élément de confiance, la réduction de la stigmatisation et un élément de co-apprentissage. Co-apprentissage, cela signifie que ce sont des gens qui viennent de tous les horizons, des personnes issues des forces de police, issues des mondes scolaires, des gens qui partagent leurs connaissances, de sorte qu'aujourd'hui, lorsque les forces de l'ordre voient un enfant avec lequel ils ont travaillé, ils le reconnaissent, ils pensent à tous les éléments qui ont une influence sur ce jeune. Ça permet aussi que nous communiquions les uns avec les autres. Et c'est aussi ce qui se passe un petit peu partout. C'est aussi une façon de changer les différentes politiques, puisque on utilise certains concepts et on n'a pas l'impression dans ce cas-là qu'on marginalise, qu'on pense qu'on est des criminels. Hein. Donc, on veut vraiment changer les relations avec la police, qu'il y ait une collaboration, y compris l'accès à la résilience et à des ressources
par exemple les ressources en termes d'éducation, d'apprentissage, ce qui permet en fait de renforcer une communauté, comme je le disais, et qui ne stigmatise pas une communauté en particulier. En fait, tout ce qui permet d'aider, il faut bien sûr, comme je disais, que ce soit une approche complète et que ce soit une approche assez prise dans son ensemble. En fait, la communauté, la structure de la communauté avec laquelle on travaille, dans ce cas-là, permet de comprendre pourquoi on est intéressé et pourquoi ça permet de comprendre pourquoi on a perdu une personne, par exemple. Pourquoi cette personne a été perdue, s'est radicalisée. Pourquoi cette personne a été tuée dans une rue ou dans une autre. Pourquoi nos enfants ne réussissent pas à trouver d'emploi. Pourquoi les enfants sont en échec scolaire dans une école ou une autre. En fait, si c'est tout ce qui vous intéresse, ce n'est pas forcément important pour cette communauté en revanche. C'est pour ça que la résilience dans la communauté est intéressante, importante, puisqu'il faut écouter d'abord ce que pense la communauté, ce qu'elle veut obtenir. De nouveau, qui ces programmes ciblent-ils et comment on les met en œuvre? Est-ce que ce sont des jeunes de toutes les origines culturelles ou religieuses? Puisque dans nos programmes, on s'occupe surtout des jeunes qui sont à risque de tomber dans la violence. On essaie de les identifier. On essaie aussi d'identifier d'autres personnes qui ont, par exemple, des problèmes psychologiques. Alors, on préfère les référer, ces personnes-là, à d'autres programmes, hein, par contre. Ou alors, ça peut être des personnes qui ont des difficultés et qui ne sont pas aidées par les autres services, qui ont besoin d'une aide supplémentaire. En ce qui concerne l'âge, ce sont des personnes qui ont jusqu'à 24 ans. On a choisi cet âge-là, puisqu'on voulait que ce soit un âge qui soit approprié, mais on voulait aussi travailler en équipe. On s'est demandé entre quel âge et quel âge, quelle était la tranche d'âge pour ce programme. Et on s'est dit qu'on allait aider donc jusqu'à l'âge de 24 ans. C'est pour cela que l'on a défini cet âge en particulier. Tous les membres des équipes, et ça c'est un programme pilote dont je vous parle, tous les membres de nos équipes peuvent recommander à des personnes de venir nous voir. Ça peut être des policiers, par exemple, qui travaillaient dans les rues et qui avaient l'habitude de voir certains jeunes et qui ne veulent pas que ces jeunes, justement, finissent par tomber dans la criminalité. Ce membre de cette équipe qui nous aide devient une sorte d'agent de liaison, de lien entre l'équipe et la communauté et nous aide dans le travail avec la famille. Nous acceptons aussi des recommandations qui nous sont faites par le FBI, parce que parfois, il n'y avait pas vraiment de service qui était identifié pour aider les jeunes qui étaient radicalisés. Et de nouveau, il n'y avait donc, comme je disais, aucun service dans notre communauté, ni aux États-Unis d'ailleurs. C'est pour cela que les membres de notre communauté ont décidé qu'on pouvait accepter ces personnes et nous ont dit, voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons justement mis en place ce programme pour éviter justement à des personnes d'avoir à se retrouver 10 ans en prison. Mais on doit être toujours très clair sur les objectifs qu'on a. On a aussi travaillé sur l'établissement de la confiance et du respect entre les différents membres de l'équipe, ce qui est très important. Mais ça prend beaucoup de temps, ça requiert beaucoup d'efforts également dans les communautés. Parfois, on travaille avec la police, puisqu'il a différentes façons de travailler. On propose aussi à des personnes de travailler avec nous. Par exemple, ça peut être des jeunes qui sont victimes de racisme. Donc, l'une des choses que nous faisons, c'est que nous voulons créer ces liens de nouveau
pour permettre donc la résilience, hein, on en revient toujours à la résilience, c'est-à-dire impliquer la police et essayer de renforcer l'intégration. On en parlait avec Quentin d'ailleurs. Il faut vraiment qu'il ait de l'empathie, que l'on ait de l'empathie les uns envers les autres. Et je dirais que ces programmes permettent en fait d'établir ces liens et de jeter ces ponts entre les différents systèmes. Alors, je ne vais pas lire tout ce qui est sur cette diapo, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelques idées pour pouvoir aider à empêcher les jeunes de tomber dans la violence ou la radicalisation. Alors, la radicalisation a plusieurs facettes, hein, et la violence également. Donc, il n'y a pas une seule méthode pour essayer de résoudre le problème. On a, comme je le disais, dans notre communauté des chrétiens et des musulmans que nous aidons. Il faut également donc établir cette notion de confiance et de connaissance, quelle que soit la discipline. Hein. Également qu'il y ait ce lien entre la communauté et la police, les forces de l'ordre, aider les jeunes aussi à ne pas tomber justement dans la criminalité et donc avoir de lourdes peines. Aux États-Unis, on voit également des personnes qui auraient autrement des peines de prison qui seraient vraiment très importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye d'éviter ça et qu'on essaye de soutenir les jeunes dans notre communauté. Bien sûr, on essaye aussi d'éviter qu'il y ait de la violence dans notre propre communauté. Nous essayons également de soutenir les leaders de la communauté et comprendre véritablement les besoins en santé psychologique de ces jeunes. C'est ça qui permet d'avoir des ressources. L'un des cas que nous avons eu concernait en fait une personne qui avait des problèmes psychologiques. Donc, on essaie vraiment d'aider les jeunes. Ce qui est important également en ce qui concerne la résilience, c'est qu'il y ait une communauté et qui comprennent qu'il y ait des connaissances communes et qu'il y ait des buts communs pour comprendre les différents défis qu'ont une communauté ou une autre. Si on a deux groupes dans la communauté, si on nous dit qu'il y a, je ne sais pas, qu'il y a une sorte de controverse dans le groupe, il faut pouvoir avoir une communauté où on essaye d'avoir des buts qui sont communs, une compréhension commune et comment on peut continuer. Et ça, c'est aussi très important pour nous. Il faut qu'il y ait une intervention pour les jeunes et également la prévention communautaire qui permet qu'il y ait une certaine capacité du système à répondre aux besoins des jeunes. Une fois que des programmes sont en place pour aider les jeunes, c'est-à-dire que la communauté devient beaucoup plus résiliente et que cela permet de soutenir les autres, d'empêcher que les jeunes tombent dans la radicalisation, il faut également qu'il y ait des personnes qui viennent vous aider au cas où, effectivement, vous êtes à risque de dévisser, je dirais. Nous faisons également l'écologie sociale, c'est-à-dire très souvent, la radicalisation ne concerne pas la religion, mais les personnes qui sont radicalisées pensent qu'ils le font pour des questions de religion. Il faut donc comprendre quelle est donc cette idéologie qui est derrière, comment on peut en parler, comment on peut permettre des liens qui soient sûrs les uns avec les autres. Et si vous voulez lancer quelque chose de ce type-là, si vous voulez lancer ce type de programme, qu'est-ce qu'il faut? Alors, la première chose qu'il faut, c'est l'humilité culturelle. C'est un concept qui définit la manière avec laquelle nous travaillons à travers les cultures. Avant de travailler avec les communautés qui sont diverses, différentes,
Vous devez vous réexaminer vos hypothèses, vos biais, la manière avec laquelle vous considérez le monde. Et si quelqu'un que vous connaissez vient d'un horizon très différent, et si vous voulez travailler avec les communautés diverses, alors vous devez tout d'abord commencer par comprendre vos propres biais et aborder ce point avec humilité, avec ouverture, avec honnêteté pour essayer de voir le monde d'un autre angle, d'un autre point de vue. C'est crucial. Il s'agit tout d'abord d'examiner, d'analyser ce que nous savons déjà et aussi de bien vouloir apprendre, engranger des expériences. Donc, vous devez absolument avoir la capacité d'apprendre. Vous devez comprendre le monde différemment. Pour prévenir la radicalisation, la violence, il faut établir ces connexions. Et nous devons apprendre des moyens de communiquer les uns avec les autres. Si vous voulez créer une équipe multidisciplinaire, il vous faut des experts de la communauté, des leaders de la communauté qui sont volontaires, qui ont envie de travailler ensemble, qui sont prêts à s'écouter les uns les autres, à changer les habitudes. Car il s'agit de changer d'habitude, de changer de manière avec laquelle nous voyons le monde. Les systèmes, les services sociaux, l'éducation, la police. Donc, tout le monde a des systèmes différents. Et enfin, pour réussir, il faut être résilient et prêt à s'adapter, prêt à changer, à apprendre de nouvelles manières de procéder. Car les anciennes façons de procéder ne fonctionnent plus. Elles existent toujours, mais ne fonctionnent pas. Il s'agit donc d'apprendre, de faire les efforts nécessaires pour comprendre. Et enfin, des recommandations. Il vous faut des orientations quant au processus de développement de la confiance, et ce, à travers les communautés, les fournisseurs, les systèmes, les utilisateurs, car il faut que tout cela soit équilibré et harmonisé, sinon cela ne sert à rien. Enfin, je dirais que vous pouvez avoir l'organisation la plus parfaite, c'est le service le plus parfait qui soit. Et j'ai travaillé à Boston, et ce depuis de nombreuses années, dans le domaine de la santé mentale et dans l'accès. Vous pouvez avoir les meilleurs hôpitaux au monde, mais les réfugiés, les immigrants, les personnes de couleur ne les utilisent pas souvent parce qu'ils n'y croient pas, ils ne font pas confiance ils n'ont pas confiance dans les institutions. Et même si ce que vous offrez est excellent, vous devez engager, vous devez embarquer les communautés, vous devez comprendre les communautés, gagner leur respect, gagner leur confiance, afin que les communautés puissent pleinement profiter de ce que vous offrez. Et enfin, il faut commencer, la toute première étape, c'est la restauration de la confiance. Rien ne peut arriver, rien ne peut se faire sans confiance. Et c'est donc la toute première étape par laquelle il faut impérativement passer. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Saïda. Moi, j'entends assez fortement dans ce que vous nous proposez comme lecture, cette nécessité de travailler avec toutes les communautés. Alors, on a parlé des communautés religieuses tout à l'heure, on a parlé des communautés par origine. Je pense que votre propos peut concerner aussi, alors je ne sais pas si le programme dont vous nous faites partager l'expérience l'intègre, mais je pense que quand vous évoquez les enseignants, les policiers, les services institutionnels, on pourrait aussi imaginer les communautés d'opinion politique, les communautés qui sont parfois stigmatisées par rapport à une identité de genre, à une orientation sexuelle. Enfin, j'imagine que ça peut s'élargir à l'infini et que cette
cette notion que vous nous amenez avec forte conviction d'humilité et de co-apprentissage nécessite effectivement de reconnaître toutes sortes de communautés auxquelles les personnes peuvent être attachées soit aux unes, soit à plusieurs, parce que finalement, on appartient tous potentiellement à plusieurs communautés. Ça me paraît quelque chose qui est ouvert un peu à l'infini. Alors, si on ramène ça au territoire, peut-être que des leaders de chacune de ces communautés, déjà, ça devient un petit peu plus à taille humaine, mais j'ai presque un peu du mal à me représenter quelle forme ça prend. Comment ce rassemblement de différentes communautés ou de leurs représentants les plus crédibles travaillent pour aller ensuite au-devant des jeunes qui sont repérés chez les uns ou chez les autres comme étant en difficulté. So thank you so much. First of all, yes, I agree with Merci. you. Oui, je suis d'accord. Évidemment, la diversité est le maître mot. Et c'est la méthodologie qui peut être réutilisée et pas les composants, pas les ingrédients. Donc, vous pouvez élaborer un programme comme le nôtre qui cible la violence des jeunes. Et pour ce faire, la question à se poser, c'est de savoir qui doit être autour de la table. Il nous faut l'éducation, les écoles. Il nous fallait également inclure les forces de l'ordre, car ce sont des interfaces avec le groupe d'utilisateurs, le groupe cible, mais aussi des gens de la communauté, des leaders religieux, pour nous aider, pour nous dire comment aborder ces problématiques. Le deuxième objectif, c'était d'identifier les fournisseurs, et ce, à travers toutes les disciplines. Comment pouvoir apprendre les uns des autres pour avancer. Mais si vous pensiez, par exemple, au développement de la résilience face à la radicalisation dans nos communautés, alors vous pouvez identifier d'autres groupes également. Évidemment, tout le travail que nous faisons doit avoir un objectif qui est la capacité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les capacités dont nous disposons? Donc oui, évidemment, les législateurs doivent également être inclus dans tous les travaux sur la radicalisation. J'ai fait des formations pour les législateurs, pour d'autres groupes cibles également. Et lorsqu'un politique vient à la télé, et moi je fais tout ce travail lié à la résilience, et lorsque un politique parfois vient à la télé et dit quelque chose qui détruit tout ce que je viens de faire, eh bien évidemment, c'est faire un pas en arrière. Donc, il faut apprendre à tout un chacun comment travailler, comment s'adapter. Nous devons également leur dire que chaque mot qu'ils utilisent peut soit les renforcer, soit les affaiblir. Et ça, ils doivent le savoir. Et c'est vraiment très important. Quand on développe un programme spécifique, il faut dire clairement quel est l'objectif que nous nous fixons et définir qui doit participer à ce programme. Merci beaucoup. Oh, sorry, Delphine, one more thing. I think youth should always be at the table as well, young people. Je crois aussi qu'il faut inviter les jeunes, bien sûr. Ces jeunes qui ont l'expérience, puisque justement, ils peuvent aussi fournir une perspective qui serait différente. Hein. Alors, je vois qu'il y a plusieurs demandes d'intervention. Peut-être Philippe, si tu veux bien. Oui, merci, bonjour. Je reviens sur notamment la remarque que portait Bruno autour du fait que l'idée communautariste ou communautaire en France, elle vient percuter l'idéologie républicaine et que donc on a une vraie difficulté à penser la diversité dans ce pays. Parce qu'on est assez vite sur un conflit qui est d'abord un conflit idéologique et qui prend racine dans des inégalités sociales, effectivement. Et je crois qu'on a intérêt, en tout cas c'est une voie qu'on va explorer ici à Nîmes, essayer de construire finalement une espèce de clinique de l'idéologie républicaine, c'est-à-dire penser la République, et je salue
le propos de Madame Abdi sur l'idée de se dire il ne faut pas repenser les fondements de la République, mais bien s'interroger sur ce qu'elle est maintenant et ce qu'elle a produit. Mais je me dis qu'on a peut-être à construire une réflexion sur qu'est-ce que l'idée républicaine vient générer du point de vue des besoins de l'individu, le besoin d'appartenance, le besoin d'attachement, le besoin de reconnaissance. On pourrait par exemple essayer de décliner liberté, égalité, fraternité, non pas du point de vue, encore une fois, idéologique, mais du point de vue de la psychopathologie adolescente, c'est-à-dire quels sont les besoins qui s'expriment en tant qu'individu d'affiliation, d'appartenance, de justice sociale, d'équité. Ça nous permettrait de sortir d'un débat politique et idéologique et de bien plutôt se placer du côté de la clinique qui est peut-être du coup un peu plus universel. On parle des besoins des individus dans leur construction identitaire. Et je voulais savoir si dans vos travaux, Madame Abdi, vous avez eu l'occasion, finalement, quand on croise les demandes de différentes communautés, est-ce qu'on retrouve des choses qui sont similaires, qui sont semblables, du point de vue de la demande d'appartenance, d'affiliation, des choses comme ça? Absolutely. So I am right now. Absolument. Je suis en train de travailler sur des articles justement à propos de l'appartenance. Je pense que c'est surtout quelque chose qui est au cœur de ce qu'est la jeunesse, mais aussi ce qu'est l'origine de ces personnes ou si ces personnes avaient des immigrants qui sont arrivés, par exemple, aux États-Unis, quels sont les facteurs d'appartenance, etc. Et la façon, en fait, dont on développe ce sentiment d'appartenance, c'est avec l'idée qu'on se connecte avec d'autres personnes qui sont identiques ou différents. Et que vraiment, on doit croire en les institutions, on doit penser que, par exemple, s'il y a certaines politiques qui sont mises en place, ça ne détermine pas qui vous êtes, ça ne va pas contre vous. Par exemple, il y a des personnes qu'on perd à cause de la radicalisation. Comment peut-on créer une langue que l'on utilise qui peut permettre de créer cette appartenance ou d'unir les gens? Je suis tout à fait d'accord avec votre concept, effectivement. Quand je fais de la recherche, j'essaye vraiment de travailler sur les uns et les autres. Par exemple, on ne va pas forcément utiliser le mot communauté ou des mots qui ne sont pas adaptés aux personnes. On ne veut pas se faire des ennemis, justement parce qu'on a besoin de ces personnes pour être de notre côté. Et aux États-Unis, en tout cas, on a des hommes politiques de couleur qui ont une idée de vouloir que tout fonctionne pour qu'il y ait une union. Il faut qu'il y ait aussi une union avec les institutions. Et je pense que le racisme, ce n'est pas bien. Je ne vous le dis pas parce que je suis noire, mais c'est juste parce que c'est quelque chose que le racisme, ça ne permet pas de fournir des attentes justement à nos jeunes. Il faut justement que le racisme soit rejeté par tout le monde pour qu'on ait la liberté, l'égalité pour tout le monde, que l'on travaille vers un objectif commun, un objectif que l'on ait en tant que nation en elle-même. Et je pense que c'est vraiment le système le plus protecteur que l'on ait en fait, en termes d'appartenance. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Une autre question, Annie avait demandé la parole. Il faut que vous réactiviez votre micro. Oui, bonjour Annie Châtenay, je suis formatrice à l'IMF à Avignon. Donc c'est un institut qui est basé à Marseille et qui a plusieurs sites dans le coin. Et donc je vous remercie pour votre intervention. Ça me donne déjà beaucoup de pistes par rapport au territoire avignonnais. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que ma connexion Internet est faible et j'avais l'impression que vous présentiez un idéal type un peu à la Max Weber par rapport à ce programme. J'avais plusieurs questions. En fait, c'était est-ce que vous avez déjà des premiers résultats ou est-ce que vous en êtes de ce programme? Et j'avais aussi une remarque
par rapport à la question de la confiance, par rapport à notre système politique ici en Europe et particulièrement peut-être en France. On est dans une forme de défiance aujourd'hui par rapport au contexte du Covid et par rapport aux gilets jaunes, par rapport aux personnes qui se sentent déclassées et qui vont être peut-être encore plus dans les années qui viennent. Et donc, il y a cette question politique qui est là, il y a le surplomb économique. Et moi, ce que je repère dans les quartiers par rapport à ce que me racontent les travailleurs sociaux, les étudiants, c'est les conséquences par rapport à la violence. On repère beaucoup de jeunes filles qui se font frapper par les jeunes gens, par les jeunes hommes dans les quartiers. Et donc, c'est les conséquences en fait de ces mouvements de radicalisation, en fait, certaines de ces conséquences. Et en fait, je voulais savoir si concrètement, par rapport aux résultats de votre étude, de votre programme, vous constatez des améliorations parce que ici en France, au niveau institutionnel, en fait, on a l'impression qu'il n'y a plus trop de piliers. Il y a aujourd'hui le plan stratégie pauvreté qui est remis en route, mais qui part d'une démarche inductive, mais qui est lent à démarrer. Et c'est vrai que on a le poids des lobbies et les jeunes savent très bien qu'ils sont dans des territoires discriminés. Donc, pour eux, ils partent un peu battus d'avance. Voilà. Et donc, cette question de la confiance, elle est difficile à entendre pour eux. Ils n'y croient plus. Voilà. Donc, quels sont les résultats et par rapport aux filles et aux garçons, est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus? Merci. So, thank you so much. First, I wanted to say, Tout d'abord, je voudrais dire que vous avez parlé de différents types de violences. Nous considérons tous ces types de violences. On a une espèce de pyramide avec les résultats de la violence, à la base les origines, qui sont par exemple la violence communautaire, etc. Et lorsque les enfants ou les jeunes s'engagent dans la violence, deviennent radicalisés, ça, en fait, c'est le résultat. C'est le sommet de la pyramide. C'est le symptôme de la maladie. Et nous devons travailler à la base. Car une fois qu'ils arrivent là, qu'ils arrivent tout en haut, qu'ils choisissent d'aller en Syrie ou qu'ils sont violents à l'encontre de leurs voisins, par exemple, alors ça devient vraiment compliqué. Alors, il faut se demander ce qui s'est passé tout là en bas. Donc, je pense que nous devons mieux travailler dans nos écoles en tant qu'éducateur ou éducatrice. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Les enseignants jouent le rôle le plus important. Ce sont des interfaces avec des enfants. Je l'ai souvent vu d'ailleurs aux États-Unis. On a des jeunes enfants de couleur qui vivent dans des enclaves ethniques, comme on les appelle. Ils sont que des immigrants et la seule fois où ils ont des relations avec les Blancs, c'est dans les écoles. Ce sont les enseignants, ce sont leur seule interface avec les Blancs, si je puis dire. Donc, si le prof ou l'enseignant est raciste, s'il dit à l'enfant « tu n'arriveras jamais à l'université », alors, je ne sais pas, c'est peut-être différent en France, mais en tout cas au Canada et aux États-Unis, c'est le cas. Les enfants n'ont pas l'occasion d'atteindre leurs objectifs et l'enseignant dit ainsi aux enfants qui n'atteindront jamais les objectifs et c'est là que moi je dis à chaque enfant que la famille, je dis à chaque enfant et je dis à chaque famille que je rencontre dans le cadre de ce programme qu'il n'y a aucune raison que votre enfant ne puisse pas arriver à Harvard un jour, par exemple. Donc, il faut changer cette perception. Il faut leur dire, il faut avoir l'intention de évidemment pas tout changer, mais il faut leur dire, on ne peut pas tout faire en un jour, mais chacun d'entre vous peut apporter sa pierre à l'édifice, peut faire en sorte de restaurer la confiance. Il suffit de démarrer une conversation dans votre école, dans votre bureau, et demander que faisons-nous pour changer ce qui se passe au sein de notre communauté. Car la communauté est plus large, la communauté française, où que vous vous trouviez, c'est une communauté, et cette communauté, c'est la communauté de tout le monde. Et si nous la perdons, si nous perdons une personne, alors oui, il y aura des conséquences.
des conséquences qui auront des répercussions sur chacun d'entre nous. Nous devons donc changer ces pratiques, un pas après l'autre. Même s'il s'agit de discuter avec vos amis, avec vos instituteurs, vos proches qui sont racistes. Il faut engager la conversation. Et parce que souvent, ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un dit qu'il est raciste, plus personne ne veut lui parler. Il ne faut surtout pas faire cela. Il faut aborder le problème. Donc, ce programme était un tout petit programme pilote. Et ce qui est ressorti de ce pilote, c'est que la restauration de la confiance est ce qui était le plus compliqué. Et si vous ne le faites pas, et si vous ne remettez pas en question les institutions, si vous ne leur demandez pas de changer, alors vous ne pourrez rien faire du tout. Il y a un article qui va sortir et qui explique l'intégralité du programme. Je le partagerai avec vous dès qu'il sera publié. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saïda. Je crois qu'on va se diriger lentement, mais sûrement vers la fin de cette conférence. Peut-être encore l'une ou l'autre prise de parole. Je n'ai pas tout suivi des propos. Oui, il y avait encore une demande de parole de Quentin. Ah, Quentin. Vous allez croire que je vais vous embêter encore avec mes campagnes. C'était pour rebondir par rapport à l'intervention de tout à l'heure, avant qu'on reprenne le PowerPoint. Ce que pouvait dire Madame Abdi était intéressant sur le fait qu'il fallait créer des moments de partage autour des repas, de moments de convivialité. Ce que nous, on vit sur le terrain, c'est finalement, on s'aperçoit qu'on est face à une individuation générale qui fait qu'il y a moins en moins d'interactions physiques finalement entre les habitants d'une même commune, d'un même bourg, ce qui rend d'autant plus difficile la possibilité justement de créer d'interaction. Donc ça, c'était juste une petite remarque par rapport à ce qui avait été dit comme réponse. Et j'avais une deuxième petite question, plus en lien avec ce qui vient d'être dit. Je me faisais la réflexion il y a quelque temps que finalement, est-ce que c'est pas le principe de la laïcité républicaine qui a fini par mettre une sorte de tabou sur tout ce qui est histoire de religion, même de spiritualité dans le sens global, ce qui a finalement laissé place à toute une sorte de fantasme, puisque finalement le tabou a fait en sorte qu'on en parle très peu maintenant dans les écoles, vraiment de manière limitée, et finalement ça a laissé place à des fantasmes et à des représentations qui desservent le principe d'intégration entre les différentes personnes. Voilà. C'est peut-être pas une question idéale pour conclure le débat. C'est peut-être pas inintéressant de faire effectivement ce détour par la laïcité qui n'est. Can I say something to what Quentin said? I say Quentin because that's how we say it. So thank you so much for that comment. Alors, merci beaucoup pour ce commentaire. Je sais que vous êtes des professionnels qui travaillent vraiment d'arrache-pied. Et en tout cas, je vois des personnes qui ont l'air d'avoir les mêmes idées, les mêmes objectifs. Et aussi vraiment un engagement pour la justice sociale, pour créer des communautés beaucoup plus résilientes. Et donc, c'est bien, puisque c'était l'objectif de ma conversation. Je crois que vous avez dit quelque chose de très important. En fait, on a certaines personnes qui seront en colère ou qui seront déçues. Mais en tout cas, il s'agit d'effectuer un changement et de voir qu'on est un défi en face de nous. Et on a à effectuer un changement. On commence tous par là. Une fois qu'il y a de meilleurs résultats et qu'on peut démontrer que ces résultats sont bons. Et moi, j'ai travaillé avec des écoles. Au début, tout le monde se disait non, il y a ces personnes qui vont venir nous voir, qui vont changer notre façon de faire les choses. Moi, je n'ai pas le temps. Je ne crois pas que ça ira d'avoir toutes ces personnes qui viennent me voir. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on a travaillé, on a vu qu'il y avait des résultats. Et on a vu donc des personnes qui travaillent dans les écoles qui adhéraient beaucoup plus à nos programmes. Et ça a commencé à fonctionner. Et là, ça a montré qu'il y avait des résultats qui étaient importants, une meilleure résilience. Je crois que c'était le cas, en tout cas aux États-Unis, dans nos communautés.
même si on est le président français, je crois qu'on ne peut pas changer les choses comme ça du jour au lendemain ou changer les politiques. Les politiques, ça met du temps à les changer. En tout cas, avoir une interaction, c'est intéressant. Je crois que si j'avais à conclure, je dirais ça en fait. J'ai commencé avec l'idée que les communautés sont résilientes et sont adaptables et qu'elles peuvent produire le changement. Et je dirais qu'à ce moment-là, les communautés ne font que s'enrichir et s'améliorer. Je pense que pour la France et pour les autres pays d'ailleurs, les communautés changent, les citoyens changent, mais si on pense que la nation n'a pas changé, ça c'est le moment de vérité, je dirais. C'est là où on voit si on est résilient et si on arrive à changer, ou alors si on va juste finir par se cracher en vol. Je pense que c'est assez difficile pour certaines personnes à entendre, mais je crois que c'est la réalité pour nous tous. Je crois que c'est un joli mot de conclusion. En tout cas, pour continuer sur cette question de la laïcité, Bruno vous a mis dans la fenêtre de conversation les informations relatives à un prochain webinaire qu'on va organiser justement sur cette thématique. Moi, je suis vraiment heureuse qu'on ait pu enfin partager ce temps de travail avec vous, Saïda, aujourd'hui, parce que vous nous permettez d'accéder à une approche que je qualifierais, pour faire très très court, de positive et de bienveillante de ces questions et non pas problématiques de communauté ou de communautarisme, et de les regarder avec ce qu'on peut essayer d'en faire de constructif, plutôt que ce qui nous occupe quand même professionnellement, politiquement, médiatiquement, assez couramment, et qui revient quand même plutôt souvent à gommer ces questions d'identification à des communautés, quand bien même on sait très bien que c'est impossible. Et si on est honnête et si on fait ce travail auquel vous nous invitiez tout à l'heure, de se regarder chacun nous-mêmes, nous appartenons tous à un certain nombre de communautés, et je crois que si on venait nous dire c'est mal, tu ne dois pas, etc., on aurait beaucoup de difficultés. D'autant plus si on n'était pas chez nous et si on était contraint, on l'a vécu dans cette période de confinement parfois, contraint à ne plus pouvoir partager ce qu'on a besoin de partager avec les membres de nos communautés de référence. Je vais laisser la parole pour un mot encore de conclusion à Bruno Michon, sans oublier quand même de remercier tous nos partenaires dans l'organisation de ce webinaire, l'ORIV, l'université, les EIS et surtout le consulat des États-Unis, sans qui nous ne serions pas allés à Boston et sans qui nous n'aurions pas poursuivi ce travail avec d'autres villes françaises et d'autres villes américaines et organisé ce colloque de l'année dernière et ce temps qu'on a partagé encore avec vous aujourd'hui, Saïda. Je te laisse terminer, Bruno. Oui, je voulais juste une dernière fois remercier Saïda. Pour rappel, en ce moment, il est 6h30. Il était 6h30 au début du webinaire pour Saïda, qui nous a fait vraiment l'amitié de ne pas râler une seule seconde et d'accepter toutes nos conditions drastiques. Donc Saïda, merci beaucoup pour cette conférence passionnante qui, j'espère, amènera des jolis partenariats entre les États-Unis et la France. Merci beaucoup, Saïda. Merci beaucoup à tous aussi pour votre attention, votre questionnement, votre
discipline dans l'exercice Zoom, micro, caméra et compagnie. On est vraiment ravis. Donc, on va rediffuser, remettre en ligne ce temps. Vous pouvez en parler du coup à vos collègues qui n'auraient pas pu y participer. Et de même avec d'autres temps qu'on va proposer donc au futur et qui sont toujours diffusés via les réseaux de chacun d'entre nous. Vous pouvez inscrire vos mails sur le site de l'ORIV, du réseau Virage. Je crois que les EIS le proposent aussi, afin d'avoir les informations des événements qu'on organise tous ensemble, ou chacun de notre côté. Merci encore, Saïda. Bonne fin de journée à tous. Et puis, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.